Les Russes de Koursk sont comme des hérissons dans une farce, ils pleurent, ils se piquent, mais ils continuent à manger du cactus. Dans notre cas, ils installent des pontons pour accéder à leur contingent, coincés sur 3 côtés par les forces armées ukrainiennes et sur le 4e par la rivière Seym. Mais à chaque fois, les Ukrainiens réussissent à détruire ces structures avec leurs HIMARS. Voici une vidéo récente. Cette semaine, Poutine a également mentionné Koursk lors d'une réunion du Forum économique oriental. Bien sûr, le dictateur a mis en évidence la situation de la manière dont la propagande du Kremlin avait besoin « nous vaincrons tout le monde ». Mais si nous traduisons ce courant de conscience, nous pouvons tirer les conclusions suivantes. Poutine ne peut pas libérer la région de Koursk. Il n'y a personne. Le dictateur ne peut pas non plus reconnaître cela comme une conséquence de la perte de terre russe. Mais il est très nécessaire de montrer à notre population que la Russie est forte. Comment? Des missiles et des Shahed sur nos têtes. Cependant, il peut y avoir un autre but à ces grèves massives quotidiennes. Kiev est maintenant à la ligne d'arrivée d'une longue course intitulée « Permission de frapper profondément la Russie avec des armes occidentales ». Pourquoi la semaine prochaine pourrait-elle être une semaine clé? C'est soit le maître, soit il a disparu jusqu'à l'élection présidentielle américaine. Konstantin Pavlov a évalué nos chances. L'autorisation de frapper la Russie en profondeur avec des armes à longue portée. C'est ce qui pousse Poutine à poursuivre l'escalade. L'Ukraine parviendra-t-elle à convaincre les États-Unis, persuader Biden de devenir un véritable héros américain? Quel peut être le dernier argument? Les Américains ont une stratégie pour faire monter les enchères. L'Ukraine a-t-elle un plan B si l'autorisation n'est pas accordée? Il s'agit en fait d'une tâche très difficile. Les faits de la semaine ont tout analysé en détail. Allemagne, des chasseurs modernes Eurofighter des forces aériennes de la Bundeswehr escortent l'avion du président ukrainien en route vers la base Ramstein, là où nous demandons à la coalition anti-Poutine des F-16 beaucoup moins modernes. Ils sont très efficaces, mais ils ne sont pas nombreux, vous le savez, et nous avons besoin d'une flotte de F-16 beaucoup plus puissante. Il s'agit de la première visite en personne du président ukrainien à la réunion de Ramstein depuis octobre dernier. Les enjeux sont importants, non seulement des F-16 supplémentaires, mais aussi des systèmes de défense aérienne. Mais surtout, l'autorisation de frapper la Russie en profondeur avec des armes à longue portée. Nous devons avoir ce potentiel de frappe à longue distance, non seulement sur le territoire occupé de l'Ukraine, mais aussi sur le territoire russe, afin que la Russie soit motivée à chercher la paix. Ce voyage du président ukrainien précède sa visite aux États-Unis. La semaine prochaine, il convaincra Joe Biden de la nécessité de cette autorisation. C'est dans le bureau ovale qu'il décide où nous pouvons frapper et où nous ne pouvons pas. Et les partenaires de la coalition attendent ce feu vert. Balistiques, missiles de croisière, bombes aériennes, des centaines de Shahed, des dizaines de morts. Poltava, Lviv, Kryvyi Rih, Soumy, Pavlograd, Kiev. Les alarmes hurlent les unes après les autres. Les transports communaux dans la capitale s'arrêtent. Des dizaines de milliers de Kieviennes sont coincées dans les embouteillages, font la queue aux arrêts de bus ou se cachent dans le métro. Poutine vise notre épuisement. Ils essaient de nous tester sur notre résistance et notre solidité. Selon l'état-major général, près des 3/4 des attaques de missiles russes visent des infrastructures civiles. Les frappes contre la composante civile et le génocide des civils font partie intégrante de toute opération militaire menée par l'armée russe ou soviétique. Pourquoi Poutine fait-il monter les enchères? C'est ce que l'on peut comprendre en écoutant les émissions des chaînes de propagande. Elles sont horrifiées d'entendre qu'il n'y a que 500 km entre la région libérée de Koursk et Moscou. S'ils obtiennent des missiles d'une portée de près de 1000 km, ils pourront atteindre à la fois Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg, ce qui signifie que toute la partie européenne de la Russie sera couverte. Ainsi, la zone sanitaire dont Poutine rêvait tant pourrait, grâce aux Atacams, s'étendre non seulement à sa région frontalière. Le Kremlin a déjà retiré 90 avions d'une zone de 300 km de rayon d'impact des Atacams. C'est ce qu'a déclaré le coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby.
Il est donc faux de dire que nous allons simplement leur donner des ATACMS et qu'ils pourront toucher la plupart des avions russes dans les bases aériennes à partir desquelles les frappes sur l'Ukraine sont menées. Mais les analystes militaires en doutent fortement. Si c'était le cas, les Russes ne continueraient pas à bombarder l'Ukraine avec des bombes guidées. Avec une charge de combat complète, l'autonomie de vol moyenne est de 600 km, ce qui signifie qu'il ne s'agit que de 300 km à l'aller et de 300 km au retour. Ils n'atteindraient donc que la frontière. En outre, de nombreux objets militaires sont à portée d'ATACMS, notamment des systèmes de défense aérienne russes, dont la destruction permettra à nos avions d'opérer dans le ciel ennemi, ainsi que des lanceurs balistiques Iskander et nord-coréens KN-23. Même si nous ne détruisons que les Iskanders, ils seront beaucoup plus prudents quant à leur utilisation dans un rayon de 300 km. C'est pourquoi Poutine fait tout ce qu'il peut pour empêcher l'Ukraine de se doter d'armes à longue portée. Au cours de la semaine écoulée, plusieurs publications ont affirmé que Poutine n'abandonnerait pas tant qu'il n'aurait pas détruit l'Ukraine. La conclusion est donc que nous devons geler la guerre, attendre que Poutine s'en aille physiquement. En d'autres termes, il est suggéré d'attendre 20 ans. Les forces de défense ukrainiennes ont rapidement franchi toutes les lignes rouges tracées par la Russie. Mais pourquoi les pays de l'OTAN ne peuvent-ils pas faire de même? Voyons cela de plus près. La position de la Maison-Blanche sur les frappes à longue portée n'a pas encore changé. Manifestement, Joe Biden veut rester dans l'histoire comme le président qui a évité d'impliquer les États-Unis dans une guerre. Pour moi, un tel marqueur est la déclaration de Biden selon laquelle l'une des plus grandes réalisations est que, pour la première fois en 100 ans sous l'administration Biden, les États-Unis ne sont pas partie prenante à la guerre. Le président Zelensky s'efforcera de changer ce point de vue, car la détermination de la coalition anti-Poutine dépend de la décision de M. Biden. Il est impossible de parvenir à une solution globale sans les Américains. Mais quel devrait être l'argument clé pendant la course à la présidence, quand toute erreur des républicains ou des démocrates coûtera un siège dans le bureau ovale? La seule chose que le président Zelensky puisse faire est de persuader Biden de devenir un véritable héros américain. Il peut dire cela et l'élection aura lieu. Kamala gagnera de toute façon. Et vous serez un héros. Mais ici, il est nécessaire d'agir de manière décisive, exactement comme l'Ukraine l'a fait lorsqu'elle a poussé la flottille de la mer Noire dans une impasse à Novorossiysk et est entrée de manière inattendue dans la région de Koursk. Il faut parler à Biden dans une langue qui montre que l'augmentation des enjeux aidera en fait les démocrates et expliquer en quoi cela les aidera. Nous pouvons lui proposer une logique selon laquelle l'augmentation des enjeux permettra d'atteindre des objectifs clés pour les Américains. Cependant, beaucoup de choses dépendent aussi de nos réalisations sur le front. Par exemple, si nous prenons l'opération Koursk, plus elle sera réussie, plus elle augmentera les chances que nous recevions des permis et des armes. Les élections présidentielles américaines auront lieu dans moins de 2 mois. On ne sait pas comment se comportera le successeur de M. Biden. Le prochain voyage de Zelensky est donc une chance à saisir. Je dis-le que c'est la ligne d'arrivée. Biden prendra des décisions clés dans le domaine de la sécurité nationale jusqu'au 20 janvier. Et c'est une longue période pour nous. Mais quelle que soit la décision et à quel point la politique électorale américaine à l'égard de l'Ukraine sera turbulente, nous, comme on dit, avons notre propre chose à faire. Et peut-être qu'il n'y aura absolument aucune aide de la part des États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à un tel scénario. L'Ukraine a prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait atteindre ses objectifs par ses propres moyens. En 2022, la production de masse de drones n'était qu'un rêve. Nous sommes en 2024. Nos drones kamikazes survolent constamment la Russie, la détruisant, ou des dépôts pétroliers, ou des raffineries, ou des aérodromes et des bases aériennes. La prochaine étape est la production en masse de missiles balistiques ukrainiens à longue portée. Et lorsque nous aurons choisi les cibles militaires à frapper dans n'importe quelle partie de la Russie, il sera beaucoup plus facile d'atteindre les objectifs diplomatiques. Konstantin Pavlov, ICTV, Fakti Tijnia, les actualités réunies.